l'Euro 21 avec pour thème comment renforcer l'accessibilité des territoires enclavés. Je vais vous faire une très rapide présentation du programme de l'après-midi qui va commencer par plusieurs prises de parole. Tout d'abord, Michel Doliger, le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Gers, qui nous reçoit ici à la Chambre de commerce et qui va donc nous dire quelques mots, et qui sera suivi par Franck Montaugé, le maire d'Auch, conseiller général et président également du Grand Auch. Ensuite, nous entendrons Philippe Martin, qui est député et président du Conseil général du Gers. Ensuite, on vous proposera de faire un petit break et de regarder une petite vidéo assez instructive et qui d'ailleurs sera mise en ligne sur un certain nombre de sites pour bien faire comprendre les enjeux du projet Euro 21. À la suite de quoi nous aurons deux tables rondes. La première qui sera présidée par Jean-Claude Pouxvielle, le président de l'association Euro 21, aura pour thème les territoires en attente, parce que je crois que vous en êtes le témoignage incarné. Beaucoup de territoires, depuis la Haute-Vienne jusqu'aux Hautes-Pyrénées, sont en attente de cette Euro 21 en 2x2 voies. Nous aurons ensuite une deuxième table ronde qui va s'intéresser à des aspects plus techniques et financiers ô combien importants. Il s'agit des nouveaux modes de financement, parce qu'effectivement, dans l'état où se trouvent les finances publiques, il est clair qu'il va falloir trouver d'autres modes de financement. Il existe des solutions, et pour les aborder, nous aurons le plaisir d'accueillir Philippe Duron, qui est député-maire de Caen, président de l'association TDIE, et nous aborderons avec un certain nombre d'intervenants les différentes possibilités, avec également le concours depuis la salle de tous ceux qui voudront bien intervenir, qu'il s'agisse de représentants de concessionnaires privés, d'entreprises de travaux publics, puisque là encore, je serai à cette table-là, il vous suffira de me faire un petit signe et je vous donnerai la parole. Et enfin, nous aurons à 17h la synthèse du colloque, qui sera assurée par le sénateur Louis Nègre, qui est coprésident de l'association TDIE et rapporteur, puisqu'il est sénateur, pour le SNIT, à savoir le schéma national des infrastructures de transport. Et ce qu'il nous dira sur le projet constituera, je ne voudrais pas anticiper sur son propos, mais montre bien, et je pense que Raymond Val, le sénateur qui interviendra également tout à l'heure, nous le démontrerons, le projet est vraiment sur les rails. Et nous en ferons la démonstration. Et puis, la clôture de ce colloque sera assurée par Jean-Louis Chauzy, le président du Conseil économique et social régional Midi-Pyrénées, qui a décidé, entre autres dossiers qu'il défend, de militer pour ce projet. Voilà. Ensuite, naturellement, on est dans le Gers, on sait vivre et on vous retrouvera pour le cocktail qui clôturera ce colloque. Mais sans plus attendre, je passe la parole à Michel Doliger, le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Gers. Et pour l'encourager, je vous demande de l'applaudir. Ce sont des applaudissements timides, je trouve, quand même. On peut recommencer, s'il vous plaît. Donc je recommence. Michel Doliger, président. Voilà. Je remercie Philippe Martin de m'avoir applaudi comme il l'a fait. D'abord, je vous remercie toutes et tous d'être venus dans ce colloque à Auch, dans le Gers. Je tiens à remercier plus particulièrement les deux présidents de TDIE, Transport, Développement, Intermodalité, Environnement, de Philippe Duron, député-maire de Caen, qui est là, et de Louis Nègre, qui est sénateur des Alpes-Maritimes. Je voulais dire à Philippe Duron que j'étais, il le sait, à Caen la semaine dernière, et je voudrais que vous nous disiez comment vous avez fait pour avoir des autoroutes qui ne sont même pas sur les GPS, entre Caen, Falaise, Argentan, puisque maintenant on peut partir de Caen et arriver directement à Agen en 2x2 voies, mais je crois que vous avez dit la solution, vous le direz tout à l'heure. Il nous accompagne, le député et le sénateur, dans toutes nos démarches à Paris, et ils se rendent disponibles aujourd'hui pour venir dans le plus beau département de France, celui du Gers.
Je remercie également mon président du Conseil général préféré et député, Philippe Martin, qui a répondu favorablement à mon invitation et qui me fait le plaisir d'être présent. Je remercie également Franck Montaugé, qui vient de faire visiter aux députés et aux sénateurs sa mairie, son cinéma. Ils sont jaloux d'ailleurs de ton beau cinéma, qui nous avons échangé à plusieurs reprises sur le rôle central des infrastructures de transport pour l'attractivité et le développement de la ville d'Auch. Je remercie aussi tous ceux qui vont intervenir. Raymond Val, sénateur-maire de Florence, Colette Langlade, je ne sais pas si elle est là, députée de Dordogne, Jean-Louis Guillaumont, que tout le monde connaît, qui est vice-président de la région, maire de Marcillac et qui aime bien le jazz. Je remercie également Jean-Claude Pouxiel, qui est le président d'Europe 21, Valérie Cormier, qui est directrice d'Eurosud, dont le président est Jean-Louis Josy, M. Cavanier, qui est président de la Fédération régionale des travaux publics de Midi-Pyrénées, et M. Patrick Lévesque, qui interviendra en tant que directeur général de l'Union routière. Gérard Garrigue, je ne sais pas s'il est là, de Siemens, ainsi que tous les concessionnaires et entreprises qui apporteront leur témoignage dans notre après-midi de travail. Je salue mes collègues présidents de la Chambre de commerce et d'industrie, notamment Jean-Alain Mariotti, qui est présent, petite chambre de commerce pour t'accepter aujourd'hui, qui interviendront chacun dans une table ronde, montant ainsi que la 21 est vraiment un enjeu majeur pour tous les territoires traversés de Limoges aux Pyrénées. Je remercie Jean-Louis Josy, président, tout le monde le sait, du Conseil économique et social, qui nous fera l'amitié de conclure nos travaux et qui nous apporte un soutien sans faille dans toutes nos actions en faveur du désenclavement de nos territoires. Je tiens enfin à vous remercier tous, vous qui êtes nos partenaires naturels tout au long de l'année, d'avoir répondu présent cet après-midi, les collectivités locales, régions, départements, maires, comités de communes, etc., les établissements publics, les entreprises qui sont présentes aujourd'hui. Je remercie également le président du tribunal de commerce d'être présent, M. Pic, les élus de la CCI, qui sont aussi beaucoup, et je rappelle que nous avons, en tant qu'élus de la CCI, fait 5 priorités pour le mandat. La première de ces priorités étant connecter le territoire. C'est indispensable pour l'économie, le tourisme, les entreprises, car le développement se fait toujours aux voies des communications, à commencer par les routes. Rattraper également notre retard dans la connexion au grand réseau d'infrastructures est toujours la priorité numéro 1 pour l'avenir du Gers. La mise en 2 voies Auch-Toulouse est en bonne voie. Tous les partenaires gersois se sont fortement mobilisés et grâce à cette forte mobilisation, nous espérons qu'en 2017, nous pourrons aller à Toulouse un peu plus rapide que ce matin. Pour préparer l'avenir, nous devons maintenant concentrer nos efforts sur la mise à 2 fois 2 voies de la 21. On peut le dire, il n'existe aucun espoir de financement public suffisant, malheureusement. Seule solution réaliste, le recours à des financements privés, c'est-à-dire une mise en concession de l'ensemble de Limoges aux Pyrénées. L'étude d'opportunité d'impact faite par Egis démontre clairement cette rentabilité. Avec les 2 tables rondes de cet après-midi, nous avons démontré, 1, qu'il est possible de mobiliser autour du projet fédérateur de 2 fois 2 voies concédé sur la 21 et que ce projet est réaliste. Nous devons poursuivre le désenclavement routier du Gers pour accroître son attractivité. Cet objectif nécessite de se saisir du mode de financement d'aujourd'hui. Je rappelle, et je le dis ce matin à la conférence de presse, que nous sommes la seule préfecture en France qui ne soit pas rejointe, qui est la première autoroute, est à 1 heure de route, c'est-à-dire Agen ou Toulouse. Nous sommes la seule préfecture. Donc j'espère qu'un jour, on aura cette 21 en 2 fois 2 voies, et avec la 124 qui a 100. Je vous remercie beaucoup, et je passe la parole à M. Gilbert. Non, à Franck Montaugé. On l'applaudit plus que tout à l'heure. Je remercie Michel Deliger. Maintenant, la parole est à Franck Montaugé, le conseiller général maire d'Auch et président du Grand Auch. Merci, monsieur le député président du Conseil général du Gers, Philippe Martin, monsieur le sénateur maire de Florence et du Gers, Raymond Val,
messieurs les parlementaires présents dans la salle, au moins un député et un sénateur de plus que ceux que j'ai cités jusqu'à maintenant, monsieur le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Gers, mesdames et messieurs les élus de la CCI, mesdames et messieurs venus de loin, de départements voisins ou de régions voisines, mesdames et messieurs, merci d'avoir associé la ville et l'agglomération à cet après-midi de débat autour d'un thème qui est essentiel pour les deux collectivités que j'ai l'honneur de représenter, donc renforcer l'attractivité des territoires enclavés. Voilà bien un sujet important. Mais la vraie question, et c'est de là qu'il faut partir, je crois, est de savoir quel avenir économique, social et environnemental nous voulons ensemble construire pour demain. Car c'est bien d'un avenir à construire qu'il s'agit, appuyé sur le meilleur de nos traditions et de nos acquis, mais aussi ouvert aux opportunités de développement du grand espace géographique dans lequel nous sommes positionnés, je veux parler du Grand Sud-Ouest. Faute de quoi, mais il n'est pas trop tard, nos territoires surviront pour certains et se refermeront sur eux-mêmes pour d'autres. En quelques mots, j'identifie schématiquement trois classes de problématiques que nous devons traiter de façon structurée et coordonnée. La première touche à la nature du développement. Quel type de développement voulons-nous ? Dans un territoire dont la part des actifs employés sur le secteur économique historique majeur, l'agriculture, est en décroissance forte. La seconde concerne les leviers ou moyens que nous pouvons raisonnablement mobiliser, même si cela paraît a priori difficile, voire présomptueux. La dernière a trait à la gestion des risques environnementaux, notamment liés à ce développement. Pour la nature du développement, il s'agit d'abord de conforter l'existant, l'agriculture, l'agroalimentaire bien sûr, dans une perspective de diversification, de production de qualité, orientée vers la santé, le développement durable, avec l'objectif majeur de créer et de garder de la valeur ajoutée sur notre territoire, avec les emplois qui en découlent. Le maintien des abattoirs d'Arcadie, les pôles d'excellence ruraux viande bovine, agrobiogers, les agroparcs vont dans ce sens-là. Le tourisme relève aussi de cette catégorie des secteurs traditionnels à développer. Il nécessite de notre part une vigilance particulière, mais j'y reviendrai dans quelques instants. Il s'agit ensuite de créer, de développer de nouvelles filières en rapport avec ce que nous sommes, en lien avec notre histoire, voire notre culture économique, en nous affirmant dans l'espace économique régional. L'aéronautique est un bon exemple, et le travail dans ce domaine doit être poursuivi, conforté. Et saluons ici le désenclavement aérien auquel ont abouti les travaux de modernisation de l'aéroport Auch-Gers. L'agroalimentaire et l'alimentaire de qualité relèvent du même ordre de préoccupation. L'économie émergente, liée à la transition énergétique, doit aussi pouvoir trouver sa place sur nos territoires. Quelques exemples phares sur le Grand Auch prouvent que cela est possible. Pour tous ces thèmes, le développement de l'enseignement supérieur local, dans le cadre du PRES, la création de plateformes technologiques et la volonté de développer les transferts de technologies constituent selon moi un authentique et nécessaire acte de désenclavement du territoire gersois, ne l'oublions pas. À partir d'une démarche proactive, notre positionnement dans l'espace métropolitain constitue un levier puissant. Cette question prendra à terme, peut-être proche, un aspect institutionnel. Je souhaite que rapidement, mais c'est engagé, elle connaisse des avancées concrètes. Notre département, son agglomération, centre, ne peuvent se désintéresser du fait métropolitain. Il constitue une opportunité de développement à saisir en coopération étroite avec les autres collectivités que sont le département et la région en particulier. Je plaide personnellement pour une métropole en réseau de villes moyennes, de villes-centres, autour de Toulouse et de sa communauté urbaine. J'aurai des exemples de coopération à donner, mais ce n'est pas ici le sujet. Le troisième aspect, tout aussi important que la nature de l'économie et qui aura des conséquences directes sur l'attractivité de notre territoire, l'attractivité touristique en particulier, c'est l'aménagement que nous ferons de nos espaces. Ayons garde de ne pas détruire ce qui nous distingue d'autres, de préserver nos points forts et même de capitaliser dessus. L'environnement et le cadre de vie sont au nombre de ces points forts, de ces marqueurs du territoire. Cette préoccupation n'est pas moindre que les précédentes.
On sait que d'ores et déjà, des territoires gersois sont placés sous forte pression métropolitaine et rencontrent des difficultés de cet ordre. L'enjeu des démarches de cohérence territoriale engagées est à mesurer à cette aune. La préservation de notre environnement, de nos espaces et de nos paysages constitue pour nous un enjeu identitaire. Ayons aussi cela en tête. À partir de ce grand tour d'horizon des enjeux du développement, de ce panorama très réducteur, j'en ai conscience, discutable bien sûr, et qui mériterait à lui seul un colloque, pour une autre fois peut-être, j'ai envie de vous dire, la question du désenclavement du territoire gersois est devant nous. Elle est entière ou presque. Et elle va très largement conditionner notre avenir et notre capacité à prendre notre place dans le concert métropolitain, donc notre capacité à appuyer notre propre développement sur la dynamique métropolitaine. Et le désenclavement ne concerne pas que les questions routières. Il englobe avec une acuité aussi importante le rail et le très haut débit, pour lesquels tout ou presque reste à faire, même si, reconnaissons-le, des choses nécessaires et indispensables ont déjà été faites dans le bon sens. Alors oui, il nous faudra nous battre encore pour l'achèvement de la 124. Annoncé pour 2017, je demande à voir. Et reconnaissons ensemble que le plan de financement actuel n'est pas normal, a fortiori après l'affaiblissement considérable et irresponsable selon moi qu'a engendré la réforme de la taxe professionnelle pour la région et le département et le bloc communal par voie de conséquence. Si l'État assumait pleinement son rôle en matière de solidarité territoriale pour les ouvrages dont il a pleinement la responsabilité, et il doit selon moi dans une perspective républicaine d'équité territoriale le faire, l'argent qui nous oblige à mettre là pourrait être utilisé au soutien économique direct et aussi au réseau routier départemental. Mais la 124 ne s'arrête pas à Auch, et je ne vois pas pourquoi nous abandonnerions les territoires du Bas-Armagnac par exemple, pour ne citer que celui-là. Traiter du désenclavement territorial, c'est aussi s'intéresser à l'organisation infradépartementale. Aucun territoire ne doit être oublié. Ils doivent tous contribuer au développement du Gers. Quant à la 21, posons-nous la question suivante, sans stigmatiser personne et surtout pas nos devanciers à qui nous restons redevables. En 2 siècles et demi, nous les modernes, avons-nous été à la hauteur de ce qu'au milieu du XVIIIe siècle, l'intendant d'Étigny avait réalisé en 15 ans à peine pour son siège de généralité, en réalisant les routes Toulouse-Bayonne et Agen-Tarbes via Auch? Je vous laisse répondre à cette question. Alors n'attendons pas d'avoir achevé la 124 pour adapter la 21 à notre temps. J'observe avec vous ce qui s'est passé à Albi, à Pamiers et partout ailleurs où la route moderne est arrivée. Le développement a été au rendez-vous. Le génie des Gersois n'est pas moindre que celui des acteurs de ces territoires. Créons les conditions et nous n'aurons de comparaison à souffrir avec personne. Par contre, je peux vous dire que dans mes rencontres nombreuses avec les porteurs de projets, je citerai Gers Équipement à Mirande ou Arcadie à Auch pour les plus récents, la modernisation des routes nationales revient à chaque fois sur le tapis comme une attente forte, un facteur de compétitivité supplémentaire et parfois une condition de maintien sur le territoire. Donc la situation actuelle génère aussi des risques forts de délocalisation. Il faut avoir aussi ça en tête quand on parle de désenclavement. Et la réalité, c'est que ce défaut d'infrastructure, à l'ère des hubs divers et variés, fragilise considérablement notre économie actuelle. Et je ne vous parle pas d'une ville que je connais bien, dont le fonctionnement urbain est thrombolisé par le passage et le croisement en son centre même de 2 routes nationales. En fait, il n'y a guère que ceux qui bénéficient déjà de ces routes du développement qui disent que l'on peut s'en passer. Alors, RN 124, 21, contournement de l'agglomération d'Auch, constitue pour nous tous des leviers de développement indispensables de Pujaudran au Houga et de Sainte-Serre à Villecontal. Pour les générations futures, soyons dignes de nos illustres devanciers, donnons au Gers les chances de l'avenir plein de promesses qui lui tend les bras. Et merci à la CCI de montrer autant de constance et de pugnacité dans l'accompagnement de ces dossiers. La ville et l'agglomération du Grand Auch partagent avec vous ces convictions et cet engagement, mais ça, Monsieur le Président, où est-ce qu'il est? Vous le saviez déjà. Voilà, merci pour votre écoute et bon colloque à tous.
Merci Franck Montaugé. Dernière des 3 interventions qui ouvrent ce colloque, Philippe Martin, le président du Conseil général du Gers, et député. Mesdames et messieurs, la succession des événements dans un pays comme le nôtre fait que parfois des rendez-vous qui paraissaient importants, comme celui d'aujourd'hui, deviennent dérisoires. Et vous comprendrez qu'au moment d'ouvrir ce colloque, ma première pensée va vers la communauté juive de notre pays qui a été blessée, heurtée par une violence tout à fait insupportable, une violence qui nécessite que la communauté nationale dans son ensemble et dans toutes ses acceptions politiques se rassemble comme une nation sait le faire lorsqu'elle est attaquée, et elle a été attaquée ce matin à Toulouse. Mesdames et messieurs, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les élus, je veux à mon tour souhaiter la bienvenue dans le Gers à l'ensemble des participants à ce colloque, et en particulier à ceux qui ont dû faire un long voyage pour atteindre l'un des rares départements de France à ne disposer ni d'un seul kilomètre d'autoroute, ni d'un seul mètre de voie ferrée nationale. Je remercie Michel Dehuygé, président de notre Chambre de commerce et d'industrie, de m'avoir invité à ouvrir ce colloque, me permettant ainsi d'évoquer la question du désenclavement du Gers et singulièrement de l'enjeu que représente pour nous la modernisation de la route nationale 21. Je salue les parlementaires présents, dont certains, je pense à Philippe Duron, est venu en délaissant sa circonscription du Calvados à quelques encablures d'une élection législative, c'est vous dire s'il est confiant dans son renouvellement. En revanche, je ne vois pas Jean-Dionis Duséjour. J'espère qu'il nous rejoindra tout à l'heure. Je veux saluer les sénateurs, et notamment Louis Nègre, qui nous avait déjà fait le plaisir de venir et qui revient, et je le remercie pour, là aussi, grâce à la ténacité de Raymond Vall, avoir cet engagement à nos côtés. Il a pu voir sur place ce qu'était la réalité des choses, et il revient, ce qui est une chose tout à fait estimable. J'apprécie votre initiative, Monsieur le Président de la CCI, et j'observe toujours avec tendresse votre incorrigible optimisme, qui est une forme de volonté, là où le pessimisme, vous le savez, est une affaire d'humeur. Je sais aussi vos craintes de me voir user et abuser de cette tribune dans le seul but d'admonester l'État pour ses renoncements ou de plaider pour une transition environnementale dont la route moderne serait exclue. En réalité, je veux juste parler clair pour que l'on parle bien de la même chose. Le combat que nous menons et auquel vous prenez part est un combat de longue haleine qui impose, pour qu'il soit victorieux, de s'astreindre à la vérité des chiffres et à la clarté des options. Car la question que nous devrions nous poser en préambule de ce colloque, c'est pourquoi sommes-nous là aujourd'hui? Pourquoi sommes-nous conduits à imaginer des stratégies, à rassembler des compétences, à mobiliser des financements en lieu et place de ceux dont ce devrait être la responsabilité exclusive? En novembre 2007, montant à la tribune de l'Assemblée nationale lors du débat sur le transfert des routes nationales vers les départements, le ministre de l'Environnement et des Transports de l'époque, Jean-Louis Borloo, avait été net, et je le cite, « Le principe du décroisement des financements au-delà de l'actuel contrat de plan a été posé. En application de ce principe, l'État concentrera ses crédits sur le réseau qu'il concerne et les départements feront de même sur le réseau qui leur est transféré. Ils ne participeront plus au développement futur des routes nationales. » On sait depuis ce qu'il est advenu de cette promesse qui, comme tous les autres, vous le savez, rendent les fous joyeux. Depuis que je suis président du Conseil général, je crois n'avoir jamais cessé de plaider auprès de l'État pour qu'il réalise sur le réseau qui lui appartient les investissements permettant au Gers de disposer d'une route moderne et sûre, d'ouest en est et du nord jusqu'au sud. Au cours de ces 14 dernières années, j'ai dû signer ou co-signer un nombre incalculable de courriers avec tous les élus du Gers, du Lot-et-Garonne et des Hautes-Pyrénées, quels qu'aient été leurs engagements politiques par ailleurs.
Combien de fois ai-je entendu les préfets de région ou de département qui se sont succédés pendant toutes ces années, pas loin d'une quinzaine au total, m'appeler à la responsabilité et à la patience. La patience adoucit tout mal sans remède, disait Horace. 14 ans se sont écoulés et cette route nationale 21, qui pourrait nous apporter tant, constitue aujourd'hui encore un frein au développement économique du Gers et pas seulement à celui des territoires riverains de cet axe européen. Mesdames et messieurs, n'en déplaise à ceux dont l'opposition à la modernisation de cet équipement routier revêt un caractère exclusivement idéologique, ou peut-être devrais-je dire idéolo-écologique, ce projet ne vise pas à permettre aux véhicules qui l'empruntent d'aller plus vite ou de rejeter plus de CO2 dans l'atmosphère. Il vise avant tout à améliorer la sécurité et la régularité des trajets effectués quotidiennement par des milliers de Gersoises et de Gersois. Dois-je rappeler que la RN 21 reste la route la plus accidentogène de notre département? J'ai en mémoire les mobilisations et les manifestations nombreuses auxquelles il m'a été donné de participer aux côtés de Francis Dupuy, de Francis Daguzan, de Gérard Fauquet, ici présent, aux côtés des maires du Gers, chaque fois qu'une tragédie dans les lacets de Saint-Maur ou dans la plaine de l'Abéjan venait endeuiller notre communauté. Quand on a entendu autant de promesses que j'en ai entendues, quand on a participé à tant de réunions annonçant dans une sorte de bégaiement politico-administratif les mêmes lancements d'études, les mêmes aménagements ponctuels, on comprend mieux l'abaissement de la valeur de la parole publique auprès de nos compatriotes. Pour des familles ayant perdu un proche, pour les maires des communes traversées, pour les entrepreneurs toujours trop loin des grands axes pour être compétitifs quand ils font l'effort de rester dans le Gers, j'ai approché ces gens-là. J'ai promis de me battre pour eux. Et c'est en pensant à eux que je refuse désormais de me bercer de mots, ou de croire qu'une lettre évasive d'un ministre sur le départ, ou même qu'une visite, pardon, cher Michel, à l'Élysée pourrait annoncer le printemps routier. Je ne crois plus que l'État financera la mise à 2 fois 2 voies de la RN 21. Ou alors faudrait-il que les collectivités locales, comme c'est le cas pour la RN 124, acceptent de supporter 55% du coût des travaux nécessaires à cette modernisation, en parfaite contradiction avec le discours de Jean-Louis Borloo en 2007 et la stigmatisation présidentielle des financements croisés. Ayant dit cela, ayant partagé avec vous, je l'espère, ce constat, la seconde question est désormais que faire? Si la proposition qui est sur la table et dont vous aurez à débattre tout au long de cette journée consiste à définir une alternative innovante et crédible au renoncement de l'État, si cette alternative s'attache à concilier la réalisation d'une infrastructure routière avec des exigences environnementales fortes, si cette alternative n'a d'autoroute ni le nom, ni les caractéristiques, ni le coût, bref, s'il s'agit d'imaginer ensemble un nouveau type de voie moderne en milieu rural, alors je suis prêt à examiner ce projet avec vous, mais dans mon esprit, examiner ne signifie pas financer. Permettez-moi d'insister sur l'exigence environnementale, pas parce que c'est une marotte de ma part, mais parce que l'exemplarité du Gers en matière de préservation de son environnement exige de trouver une traduction dans la réalisation de cette infrastructure routière et dans la conduite, le moment venu, d'un chantier propre. Je souhaite que nous fassions la démonstration qu'il est possible de désenclaver le Gers tout en maîtrisant les impacts environnementaux d'un tel désenclavement. Et je le dis sous le regard du nouveau président de la Commission du développement durable du Sénat. Sous cette réserve, mais je suis sûr que vous aurez à cœur de la lever, le soutien du Conseil général du Gers à toute initiative qui permettrait d'accélérer la modernisation de la RN 21 et donc d'améliorer son désenclavement vous sera bien entendu acquis. D'ailleurs, qui pourrait douter de l'engagement d'une collectivité départementale qui a déjà travaillé au projet de contournement nord-sud de l'agglomération occitane? Qui pourrait douter de l'engagement d'une collectivité départementale qui porte depuis plusieurs années maintenant le projet de déviation de Pavie, première tranche d'un équipement vital là aussi pour le rayonnement du Grand Auch? Qui pourrait douter de l'engagement d'une collectivité départementale qui, sur la partie de la RN 124 qui lui a été transférée, c'est-à-dire entre Manciette et les Landes, a déjà dépensé, lui, 7 millions d'euros pour sa modernisation? Qui pourrait douter de l'engagement
d'une collectivité départementale qui va consacrer plus de 42 millions d'euros au cours des 5 ans qui viennent à la modernisation de la RN 124 entre Auch et Toulouse et 16 millions d'euros à l'achèvement d'une bretelle de raccordement à l'autoroute A65 à la hauteur de Barcelone du Gers. À propos de l'autoroute A65, je voudrais tempérer un peu l'enthousiasme du président de l'IG qui déclarait ce matin dans la presse qu'après tout, cette autoroute avait été faite en 3 ans. Certes, 3 ans aura bien été la durée de réalisation des travaux. Mais dois-je rappeler que la consultation des collectivités locales a commencé bien avant? Je le sais d'autant plus que j'étais alors préfet dans un département voisin, celui des Landes. En 1997, la consultation des collectivités locales est intervenue pour s'achever en 2001. Le choix du fuseau de 300 mètres rendant possible le lancement de l'appel à candidature pour la concession a été arrêté en 2002. Que la réalisation de la déclaration d'utilité publique et l'attribution de la concession datent de 2006 et que les acquisitions foncières, les études environnementales, elles nous ont parfois retardé d'1 an à cause d'un papillon ou d'une petite larve qu'il fallait protéger, se sont déroulées en 2007 et 2008. De telle sorte qu'il aura fallu, au fond, un peu plus de 12 ans entre la première réflexion et la mise en service de cette infrastructure autoroutière. Mes chers amis, j'ai toujours suivi avec intérêt la réflexion du groupe Euro 21. Et je le dis à son président et à ses dirigeants. Relayé dans le Gers par la Chambre de commerce et d'industrie et son président Michel Deligier. Le travail du groupe Euro 21 revêt un intérêt particulier et précieux à mes yeux dans un contexte de crise des finances publiques. Les difficultés financières de l'État, l'asphyxie budgétaire des collectivités locales largement orchestrée par ce dernier, nous obligent à remettre en cause les modes de financement traditionnels, et Philippe Duron en parlera probablement, des grands projets publics. Cette crise de l'investissement public, doublée d'une crise des liquidités pour les collectivités locales, est à la fois préoccupante pour nos territoires et dramatique à terme pour les entreprises de travaux publics et l'ensemble de leurs sous-traitants. La décision du Conseil général du Gers de suspendre la part de financement de la ligne à grande vitesse qu'il avait précédemment accepté de prendre en charge a paru surprendre. Mais ce qui me surprend, ce n'est pas qu'on s'alarme d'un retrait qui ne représente après tout que 0,05% du montant total des travaux. Ça n'est même pas que les mêmes ne soient pas alors inquiétés de ce que d'autres départements, pourtant plus concernés que le Gers, ne se soient pas portés candidats pour le financement de cette ligne. Ce qui me surprend, c'est que certains semblent découvrir que financer une voie SNCF dont pas un mètre ne passe sur son territoire n'allait pas de soi pour une collectivité qui ne dispose bien entendu d'aucune compétence dans ce domaine. Pour faire une comparaison qui n'est pas raison, il ne me viendrait pas à l'idée de demander à Réseau Ferré de France de m'aider à financer la prestation de compensation du handicap au motif que l'État ne couvre plus cette dépense qu'à hauteur de 40%. Mesdames et messieurs, si nous sommes contraints aujourd'hui d'imaginer d'autres modes de financement pour les grands projets d'infrastructure, c'est aussi en raison d'une série de décisions qui ont privé l'État et qui privent les collectivités locales des moyens d'investir. Franck Montaugé l'a évoqué à l'instant. Je ne sais pas, comme lui, et d'ailleurs, si la réforme fiscale assortie de la suppression de la taxe professionnelle a permis de stopper les délocalisations dans notre pays. Mais ce que je sais, c'est qu'elle a porté un coup rude à la dynamique d'investissement public des collectivités locales, qui représente 70% de l'investissement public dans notre pays, dynamique qui va de pair avec une autonomie fiscale qui a quasiment disparu. La part des recettes du budget du Conseil général due à la fiscalité ne représente plus aujourd'hui que 17% de ses recettes globales. Mesdames et messieurs, Monsieur le Président, messieurs les élus, je vous avais dit que je parlerais clair. Je l'ai fait, pas par esprit de contradiction ou par défaitisme, mais par respect au contraire pour votre démarche et par estime pour ceux qui la portent. Aussi, je ne doute pas, eu égard à la qualité et l'expérience des personnalités qui vont participer aux 2 tables rondes, ainsi qu'à la synthèse de ce colloque remise entre les mains notamment du président Chauzy et de Louis Nègre, que des réponses concrètes vont être apportées, ainsi que des solutions innovantes, et je le dis ici, réponses et solutions auxquelles je m'associerai bien volontiers, et à travers moi, la collectivité que j'ai l'honneur de présider. Je vous remercie et vous souhaite de bons travaux.
Merci Philippe Martin. Écoutez, si vous aviez quelques doutes, on va s'attacher à les lever au cours des deux tables rondes en faisant intervenir des différents experts, élus, qui vont pouvoir témoigner de la pertinence de ce projet et puis des solutions alternatives que vous appelez de vos voeux. On va donc commencer par les tables rondes, mais juste avant, on vous propose de regarder une petite vidéo de quelques minutes qui, à sa manière, résume assez bien la problématique de l'Euro 21, non pas vue des élus de l'État ou des services de l'État, mais du point de vue des usagers. On regarde la vidéo quelques minutes. Merci. À 20 ans, Jessica étudie à Tarbes en alternance à l'école de gestion et de commerce. 3 jours par semaine, elle se rend à Auch et ses attaches familiales sont à Vitreux-en-Sac. En tout, elle passe près de 8 heures par semaine sur la RN 21 et elle peut difficilement faire autrement. Je peux n'emprunter que cette route. Elle est encombrée, elle est dangereuse par rapport aux camions qu'il y a, par rapport à la chaussée. Par exemple, dans des virages, je les ai certaines fois pris assez courts. Ou quand il y a des camions, certaines voitures veulent les doubler et ça peut faire des frayeurs. Quand ils doublent assez vite et assez près. 380 km plus loin, à Limoges, on partage les mêmes préoccupations. Jean-Pierre Limousin préside la Chambre de commerce et d'industrie. Il pointe du doigt la dangerosité de la RN 21 et dénonce l'absence d'aménagement significatif sur les 50 dernières années. Trop de trafic, trop de camions, trop de risques. D'une part, c'est une route extrêmement accidentogène. Il faut se rendre compte qu'au cours des 4 années qui se sont écoulées, il y a eu plus de 516 accidents corporels sur un itinéraire de 385 km. C'est-à-dire que pratiquement tous les 750 mètres, il y a eu un accident corporel qui a mis en péril la vie de quelqu'un ou qui lui a coûté sa vie. C'est absolument insupportable, c'est indigne, c'est irrespectueux de la population riveraine de cette route et notamment de ceux qui l'empruntent dans leur travail. C'est une des routes qui a le plus fort taux d'accidents, avec celle qui fait Limoges, Bellac, Poitiers, et c'est bien pour ça qu'on se bat autant, et sur Poitiers-Limoges, et sur Limoges, Périgueux, Agen, Tarbes et la frontière espagnole, parce que ce sont des routes de développement économique, mais aussi de sécurité routière. Et aujourd'hui, on ne peut pas faire risquer leur vie aux gens dans des conditions anormales de sécurité pour justement leur permettre seulement, mais aussi essentiellement, de gagner leur vie. Au sud de Limoges, à 80 km, Sorges abrite des trésors. La truffe, c'est l'or noir du Périgord et c'est ce qui fait vivre Jacqueline Lesmarie depuis près de 30 ans. La RN passe devant son auberge, mais à son grand regret, la fréquentation en hausse vient plus des camions que des touristes. C'est quand même un peu dommage de voir cette route qui était une route plutôt de vacances, de tourisme, maintenant qui est devenue une route défoncée. Ça pénalise surtout sur le tourisme de 2 ou 3 jours ou 4 jours qui vient par Limoges si vous voulez, ou par Brive éventuellement. Là ça nous pénalise. Même celui qui vient du 63 aussi, parce qu'il faut vraiment qu'il ait envie de remonter dans ce Périgord. C'est un acte, il faut qu'ils viennent. Mais au-delà du tourisme, c'est toute l'activité économique qui est impactée par des infrastructures routières insuffisantes. Un exemple à Villeneuve-sur-Lot, où le groupe Jiffy a ses racines, avec 820 millions d'euros de chiffre d'affaires, 4000 collaborateurs et 368 magasins en France et en Europe, l'enseigne est en plein développement. Rien que sur le Villeneuvois, elle emploie 600 salariés, mais l'enclavement complique le recrutement. Et les gens qui viennent ici, et on a quand même souvent des candidats, on recrute, sont à la fois attirés par le côté provincial et puis chaleureux de la région, et une fois sur place, disent on n'a pas imaginé à quel point c'était enclavé, quoi. Et c'est vrai que pour retourner dans leur famille, même à Bordeaux ou à Toulouse, on ne fait pas l'aller-retour comme ça. Bordeaux ou Toulouse, c'est plus d'1 heure et demie pour y aller. Et puis ici,
très clairement, on a tout à gagner à être mieux relié au reste du monde, puisque c'est pas tout. Enfin, les entreprises ne vont pas naître ici s'il n'y a pas des bonnes infrastructures et des bonnes relations avec les grandes métropoles. C'est notre souhait qu'effectivement, d'ici 2020, je crois que c'est l'objectif qu'on s'est fixé, on puisse être relié par une 2 fois 2 voies aux grandes métropoles qui nous entourent. Un avenir pour l'emploi dans les territoires, chez Nataïs, on y croit. L'entreprise a vu le jour à Bézéril, près de Auch, en 1994. Ce spécialiste du maïs à éclater emploie désormais 100 personnes et réalise 27 millions de chiffres d'affaires. Pour son fondateur, Michael Eman, il ne peut y avoir de développement des territoires qu'avec les infrastructures qui vont avec. Je pense qu'il faut être clair, on veut développer en France les régions rurales, on veut industrialiser et on veut développer les zones rurales. Donc un développement des zones rurales sans infrastructure routière, ce n'est pas possible. Et c'est tout un ensemble. Donc il y a d'abord la question logistique au niveau des camions pour la marchandise, mais il y a aussi la circulation des personnes. Donc un réseau routier performant, c'est la base pour un développement en ruralité. Et ça me semble impensable. Sécurité, tourisme, développement économique, 3 enjeux majeurs, 3 clés pour les territoires traversés par la RN 21. Voilà, après cette petite vidéo qui vous a donné le point de vue des utilisateurs, des usagers, qu'il s'agisse d'entreprises ou de particuliers, eh bien, je vous propose d'assister à la première table ronde qui a pour thème des territoires en attente, et j'appelle pour y participer Jean-Alain Mariotti, qui est président de la Chambre de commerce et d'industrie de Lot-et-Garonne et également président de la section aménagement du territoire au CESE à National. Yves Joudou, qui est le directeur général des services adjoints du Conseil général de la Dordogne. Valérie Cormier, qui est directrice d'Eurosud Transport. Jean-Louis Guillaumont, qui est vice-président du Conseil régional Midi-Pyrénées et maire de Marciac. Excusons au passage d'ailleurs l'absence du sénateur de Montesquieu, qui est retenu par une mission à l'étranger. Cette table ronde est présidé par Jean-Claude Pouxiel, qui est lui-même originaire de Dordogne et qui va donc pouvoir, tout au long de cette table ronde, nous livrer son point de vue. Messieurs, si vous ne m'ouvrez pas la tribune, je ne sais pas comment je vais faire. Merci de bien vouloir prendre place. Oui, oui, demi. Bien, je voudrais commencer avec vous, Valérie Cormier. Vous êtes directrice d'Eurosud Transport, une association qui milite fortement pour les infrastructures routières. Et avant que je passe la parole à Jean-Claude Pouxiel, j'aimerais savoir pourquoi une association comme la vôtre, qu'on a vu très en pointe sur des combats comme la LGV ou la traversée centrale des Pyrénées, pourquoi donc Eurosud Transport a décidé de se battre pour faire avancer la mise à 2 fois 2 voies de la RN 21? Oui, bonjour. Oui, Eurosud Transport a été créé il y a 20 ans maintenant, à l'initiative du Conseil régional Midi-Pyrénées pour faire du lobbying et promouvoir les grandes infrastructures ferroviaires de Midi-Pyrénées, et en particulier l'interconnexion des réseaux de transport ferroviaire français et espagnol. Et c'est à ce titre, en fait, que nous avons commencé à coopérer avec Euro 21, puisque, au travers de la traversée centrale des Pyrénées, qu'il faut avoir à l'esprit comme un projet ferroutier, c'est un néologisme, mais on commence tous à s'y faire. Donc l'idée de la traversée centrale des Pyrénées, qui est à plus long terme, bien sûr, que la RN 21, c'est quand même, au bout du compte, d'avoir une voie d'accès au centre des Pyrénées. Aujourd'hui, c'est 500 km sans passage, ni routier ni ferroviaire. Donc de disposer d'un ouvrage multimodal, intermodal, qui connecterait à la fois des plateformes logistiques en Espagne et en France. Et dans la chaîne logistique, la route, elle est indispensable. Il y a toujours un moment où la route intervient. Et puis, comme mon président, je pense, le dira également dans sa conclusion, l'opposition des modes n'a aucun sens. Aujourd'hui, il faut penser les systèmes de transport en intermodalité, en particulier, je pense, dans des territoires où on n'a déjà pas beaucoup d'infrastructures, ça n'aurait pas de sens de les opposer.
Qui plus est, la RN 21 connectera également des gares LGV, donc ça va concerner la chaîne logistique des marchandises, mais également les voyageurs, et le tout sur l'isthme pyrénéen avec un futur franchissement central, on l'espère à terme. Et l'idée selon laquelle finalement les routes, on a beaucoup entendu ça, notamment de la part des écologistes, les routes vont à l'encontre des ambitions et des exigences du développement durable, ça, c'est quelque chose que vous écartez ? Non, je pense qu'on est plusieurs ici, et les travaux du SNIT et même les travaux du Grenelle l'ont également déterminé. Il y a encore des zones où la route est nécessaire, il y a encore des zones où la route doit être améliorée pour des raisons de sécurité. On a parlé quand même des citoyens, de leur quotidien. Et je pense que dans les 3 piliers du développement durable, il y a le social. Et donc les conditions de sécurité pour aller travailler, c'est important. Le développement, on ne connaît pas de territoire qui puisse se développer sans infrastructure de transport à la hauteur. Et puis l'environnement, je pense qu'on fait quand même un maximum aujourd'hui, à la fois dans le développement des chantiers et à la fois dans les protections du cadre de vie, dans l'insertion paysagère. On a énormément de moyens pour faire les choses le mieux possible. Alors on en parlera justement dans la deuxième table ronde avec un certain nombre de professionnels qui d'ailleurs sont invités à prendre la parole. Je voudrais maintenant avec vous, Jean-Claude Pouxvielle, qu'on puisse faire un petit état des lieux, des attentes des territoires. On va donner la parole tout à l'heure aux représentants de la Dordogne, du Lot-et-Garonne. On va entendre également Jean-Louis Guillaumont. Mais vous présidez l'association depuis un certain temps. C'est quoi les attentes? Parce qu'on entend beaucoup de choses. On a parlé d'accidentologie, on a parlé également d'encombrement des centres-villes, on parle d'attractivité touristique, on parle de développement économique. Comment pourrait-on fédérer toutes ces attentes et les caractériser depuis Limoges jusqu'à Tarbes? Et tout ça en 2 minutes. Bon, ben, merci. Alors, donc, je suis tout d'abord très heureux de constater qu'il y a beaucoup de monde encore une fois. Le micro très près de la bouche, s'il vous plaît. D'accord, si ça... Carrément contre le menton. Si, il est ouvert. Oui, il est noir, mais l'association Euro 21, je dirais, a été recréée dans les années 2006 à l'initiative des chambres de commerce qui se trouvent le long de l'Axe, avec comme principal objectif le développement économique. Mais, qui partait du principe et du constat que nos départements, la Dordogne, Lot-et-Garonne et les autres, étaient assez bien irrigués d'un point de vue est-ouest avec des autoroutes, la 62, la 64, la 89, mais que l'axe structurant naturel qui existait dans ces départements, c'était l'axe nord-sud. La RN 21, qui, comme vous l'avez vu sur la carte, va de Limoges jusqu'à Tarbes. Et donc à partir de ce constat, je dirais, économique, où les entreprises, et c'était une volonté, je crois, qui a été affirmée dans chacune des CCI, c'était la volonté des entreprises de dire on a besoin de se développer, et la principale chose qui nous manque, c'est une infrastructure performante, sûre et fiable. Parce qu'aujourd'hui, travailler pour les personnes ou pour les marchandises à moins de 60 km/h, traverser des bourgs, avoir des impossibilités de doubler les camions comme on l'a vu sur les images, c'est quelque chose qui est inacceptable pour les entreprises et pour les personnes si on veut travailler dans un environnement compétitif. Et aujourd'hui, avec la crise aujourd'hui, c'est d'autant plus important pour les entreprises d'être performantes et pointues sur tous ces aspects de logistique et de personnel. Ceci étant, Jean-Claude Pouxvielle, quand on se rencontrait il y a 3 ou 4 ans, pour parler déjà de la RN 21, on était dans une approche un petit peu différente, on se posait des questions, on essayait de fédérer les bonnes volontés autour de ce projet. Force est de reconnaître depuis, et Michel Deligé l'a dit tout à l'heure, qu'il y a quand même un certain nombre d'avancées tout à fait certaines, même si, comme l'a dit Philippe Martin, pour l'instant, les paroles n'engagent que ceux qui y croient, mais il y a quand même un certain nombre d'étapes qui ont été franchies. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes davantage confiant que vous l'étiez il y a 3-4 ans sur une réalisation, on va dire, à 10-12 ans? On entendait tout à l'heure le représentant de Jiffy dire « moi je l'espère pour 2020 ». Pour compléter donc, dans la logique, c'est vrai que quand on parle de se dire il faut une 2 fois 2 voies pour être efficace, il y a aussi la question du délai. Et si on se place dans le délai que l'État nous proposait, qui était le temps des PDMI, c'est-à-dire des petits programmes d'aménagement progressif, il fallait environ entre 50 et 60 ans pour aménager l'axe, ce qui, à l'échelle d'une entreprise, c'est un petit peu long. C'est un petit peu long, je ne vous le fais pas dire.
Donc il nous est assez vite apparu que le seul moyen aujourd'hui de pouvoir avancer, c'est de passer par une phase de concession, c'est de faire appel au privé. Et c'est là où on a eu peut-être un peu quelques réticences de la part des élus dans un premier temps de dire l'État n'a pas d'argent, nous n'avons pas d'argent, et l'appel au privé n'a pas été quelque chose d'évident. Et petit à petit, je pense qu'on a réussi à travers beaucoup de discussions, et tous les élus, autant de droite que de gauche, il faut le noter au passage, ont été associés et ont accepté de comprendre, de travailler avec nous sur ce point, aujourd'hui acceptent un peu ce principe comme étant un peu la seule solution pour avancer, en disant il n'y a pas de fatalité et il faut trouver de l'argent dans le privé et être innovant autour de cet axe pour imaginer toutes sortes de péages, toutes sortes de financements. Parce qu'en fait, nous n'avons pas besoin d'une vraie autoroute à 130 km/h pour revenir sur les propos de M. Martin. Pour passer de 60 à 110, ça nous suffirait largement. Personne, pour notre activité, n'a besoin de rouler à 130. Donc on peut se permettre d'avoir un objet, une infrastructure plus légère que les véritables autoroutes, qui coûte donc moins cher, qui soit aussi plus souple aussi sur les techniques de perception des péages, et qui permettent de mieux s'insérer dans le paysage et de mieux s'intégrer dans l'économie. Alors, Philippe Duron et Louis Nègre, qui intervenant tout à l'heure, lorsque j'avais une aparté avec eux il y a quelques jours, en préparant ces tables rondes, me disaient le caractère absolument indispensable d'une véritable fédération des énergies dans un même élan. On est entre nous, que ça ne sortira pas d'ici. Est-ce que vraiment, entre Limoges et Tarbes, il y a une unité? Est-ce qu'on tire tous dans le même sens, ou est-ce que vous avez encore du mal aujourd'hui à fédérer les bonnes volontés? Je pense que les... Parler sans aide et sans crainte. Non, non, je parle sans crainte et sans aide, surtout. Non, non, je n'ai pas de crainte du tout. Non, non, on peut dire quand même que le monde économique est vraiment motivé par les mêmes objectifs. Ça, c'est très clair et on le ressent profondément. Même si chacun répond à un besoin local, on s'aperçoit que la somme des besoins correspond aussi à un besoin collectif pour tout le monde, qui a des vertus qui vont au-delà même du département de chacun. Ce qu'a dit par exemple Franck Montaugé en parlant d'Auch et de son envie urgente de disposer d'un axe nord-sud. On peut dire pareil de Périgueux. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. On entend Périgueux qui pose un vrai problème. Je suppose que tout le tracé Villeneuve sur l'Aude, vers Agen, tout le monde en parle. Chacun a un peu la même logique, la même problématique dans son département. Parce que ça n'a pas été, on y reviendra peut-être avec les élus tout à l'heure, mais ça n'a pas toujours été une constante dans la région, peut-être que Jean-Louis Gueumont pourra en témoigner, de tirer toujours dans le même sens des projets. On avait toujours 36 raisons pour expliquer qu'on n'était pas d'accord avec son voisin. Bien, on va passer au département, puisque je rappelle que vous êtes originaire de la Dordogne. On va rester, tiens, en Dordogne avec vous, Yves Joudou. Vous êtes le directeur général adjoint des services du Conseil général de la Dordogne. Alors, on va beaucoup parler du Gers et du Lot-et-Garonne. Levez la main ceux qui sont originaires du Gers et du Lot-et-Garonne dans la salle. Oui, vous voyez que vous êtes un peu en minorité. Et la Dordogne ? Quand même, il y en a quelques-uns. Donc, moi, j'aimerais qu'on s'intéresse avec vous, Yves Joudou, et pas seulement sous l'angle des entreprises. Jean-Claude Pouxvielle vient de le dire, ça sera sans doute également souligné tout à l'heure par Jean-Alain Mariotti, mais qu'on puisse vraiment parler des attentes des territoires de la Dordogne. En quoi la Dordogne, qui a quand même déjà une autoroute, est-elle, et puis également un aéroport avec celui de Bergerac et celui de Périgueux, en quoi la Dordogne est-elle aussi, pour quelles raisons est-elle aussi en attente de création de cette Euro 21? Alors, tout d'abord, la Dordogne, qui est un département qui est presque aussi joli que le Gers. Quasiment. Pas tout à fait, quand même. Pas tout à fait, mais quasiment, il s'en rapproche. Vous dites ça parce que vous ne connaissez pas bien le Gers. Si, je connais bien le Gers, je traverse souvent le Gers. Donc, d'abord, il y a un constat à faire. Le problème, c'est que le département de Dordogne a longtemps souffert d'un vrai enclavement, tant routier que ferroviaire. Donc, le fait d'avoir ouvert la 89 assure une liaison d'ouest en est, autrement dit, entre Bordeaux et Lyon. Parallèlement à cette autoroute, ça a permis également de développer véritablement un couloir économique autour duquel sont créées différentes zones d'activité qui se peuplent petit à petit en fonction des opportunités. Par contre, le département, il souffre de deux choses. La première d'entre elles, c'est l'absence d'une liaison TGV ou LGV entre Paris et Périgueux. Premier handicap. Il ne faut pas rêver, je veux dire, il n'y aura pas de liaison TGV à court terme. Ce serait utopique et irréaliste.
Et donc l'autre mal dont souffre le département, c'est l'absence d'une liaison nord-sud, hein, qui nous relie à la fois à la capitale, bien sûr Paris, à Limoges, mais également à l'Espagne, et tout en créant tout un réseau de villes moyennes, comme Limoges, même si Limoges est plus important que Périgueux, comme Agen, comme Auch, comme Tarbes, autant de points d'arrêt qui sont tout à fait pertinents et utiles et nécessaires. Donc je veux dire, il y a un objectif. Ensuite, l'autre intérêt pour la Dordogne, c'est bien sûr le fait qu'au sein même du département, on va pouvoir favoriser le développement économique entre Périgueux, Bergerac et l'est et l'ouest du département. C'est l'autre intérêt qu'il y a. Alors l'intérêt, bien sûr, pour nous, malheureusement, n'ayant pas d'activité industrielle au premier plan, hormis quelques-unes très importantes comme Poliray et autres, je veux dire, c'est le volet touristique, tout comme le Gers. C'est une gare très importante. Et il faut qu'on puisse accueillir en toute sécurité le touriste. Un réseau sinueux, c'est bien, mais c'est également quelques limites. Je veux dire, ça permet au moins l'avantage, c'est ça permet de s'arrêter assez fréquemment quand besoin est, mais ça offre également quelques désavantages. Donc c'est vraiment l'intérêt majeur, à la fois une liaison nord-sud avec la capitale, avec l'Espagne, ce réseau de villes moyennes, mais également un développement économique interne au département. C'est parfaitement clair. Alors je précise, pour faire écho à ce que vient de dire M. Joudou, je sais qu'il y a des représentants de la société Pierre et Vacances, Poliray, Steph TFE également à Agen, UPSA. Surtout, n'hésitez pas à lever la main pour peut-être apporter votre témoignage, parce que là, on développe le point de vue des élus consulaires, des élus politiques. C'est intéressant également d'avoir l'avis des usagers. On avait sur la vidéo celle de notre étudiante, mais pouvoir donner le témoignage de chefs d'entreprise qui emploient, pour certains, on l'a vu avec Jiffy, 800 personnes, enfin 600 personnes à Villeneuve, c'est évidemment très intéressant. Oui, ça pour les portables. N'oubliez pas de rallumer vos portables en fin de réunion, ce qui est une façon de vous demander de bien vouloir les éteindre. On va continuer avec... Simplement un petit point, si je peux me permettre. La Dordogne, la 21, c'est quand même 130 km. Autrement dit, le tiers de la liaison entre Limoges et Tarbes. Voilà. D'accord. Alors, Jean-Alain Mariotti, vous êtes président de la Chambre de commerce et d'industrie de Lot-et-Garonne. Vous êtes également, je le signalais tout à l'heure, président de la section aménagement du territoire. Vous avez pris d'ailleurs un certain nombre de positions pour dénoncer l'enclavement des territoires. Moi, quand je regarde le Lot-et-Garonne en comparaison du Gers et notamment de ce qu'expliquait Franck Montaugé tout à l'heure, le Lot-et-Garonne, vous êtes quand même pas mal servi. Vous avez l'A62, vous avez l'aéroport d'Agen avec une liaison quotidienne sur Paris. Non, 3 liaisons quotidiennes. Vous allez bientôt avoir la LGV, si tout se passe bien, si on arrive à finaliser le dossier. Pourquoi tenez-vous tant à avoir l'Euro 21 en 2 fois 2 voies? Mais écoutez, c'est une vieille affaire, entre guillemets. Donc je ne vais pas reprendre tous les arguments que... Juste me permettre de compléter ma question, oui. Jean-Alain Mariotti. Quand je dis ça, je fais notamment écho au fait que certaines entreprises, je pense par exemple à Steph TFE, ont choisi de s'installer à Agen précisément parce qu'elle était bien desservie. Vous en voulez encore plus? Non, absolument pas. D'abord, je reconnais, je m'incline bien bas, nous avons une attractivité, notamment sur le plan du bâti, etc., qui est évidemment, nous sommes moins attractifs que le Gers est beaucoup plus beau, et la Dordogne est pas mal non plus. Alors donc déjà, nous avons un handicap de ce côté-là, donc il faut que nous essayions de le compenser. Là, Florence n'est encore pas dans le Lot-et-Garonne, donc tu comprendras que c'est quand même un handicap. Alors, bon, sérieusement, nous nous sommes aperçus depuis très longtemps, nous, les chambres de commerce et d'industrie, on représente les entreprises, point. On est élus entrepreneurial, on est chef d'entreprise. Donc on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit qu'effectivement, quand on a eu l'autoroute, et ça, à l'époque je m'en étais aperçu, quand on a eu l'autoroute, donc Bordeaux-Toulouse, enfin Est-Ouest pour simplifier, effectivement on a généré du développement, etc. Et on a un deuxième problème, nous, c'est qu'on est coincé entre Toulouse et Bordeaux, deux métropoles dynamiques, etc. Et qu'on se rend compte parfaitement que si derrière, si on n'a pas une complémentarité de liaison nord-sud, on ne fera pas de développement, parce qu'il y a plein de villes moyennes le long de ce système autoroutier, j'y reviendrai, j'y reviens tout de suite.
parce que j'ai parfaitement suivi ce que vous avez dit, M. Martin. Dans notre esprit, il s'agit de passer, qui est la moyenne, parce que quand on fait la 21 en liaison, quand on va vers Limoges ou autre, la moyenne, quand on applique les normes classiques, la moyenne, je vous engage à le faire, moi je l'ai fait une fois, ça fait 51 km/h. Donc nous, on voudrait passer à 110, mais ça n'a l'air de rien, 110, mais ça fait plus du double. Donc, on gagne... Bon. Et évidemment, bien entendu, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Vous savez que maintenant, la mode est au light, hein, il ne faut plus faire de gras, rien du tout. Donc on voudrait un système pas autoroutier, allégé, enfin je ne sais pas comment on peut appeler ça. Et bien entendu, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Alors, pourquoi ça? Parce que tout simplement, c'est évident qu'il y a une zone d'aménagement de ville moyenne, il n'y a que là qu'elles sont, on ne traverse pas là un désert. Si on rapproche, c'est un peu l'histoire du haricot de Guy Michelin, si vous voulez, comme la distance, évidemment, la police l'aurait dit, les kilomètres entre Roche et Agen, ils resteront. Bon, ce qui est important, c'est de voir combien de temps on va mettre pour parcourir ça. Et c'est évidemment générateur de solutions extrêmement intéressantes pour le développement. Et il ne faudrait pas, au contraire, il faut utiliser ces villes moyennes et les développer. Et il faut arrêter, pardon Jean-Louis, encore que, on est peut-être d'accord, il faut arrêter cette métropolisation un peu trop forte. Alors moi, j'ai rien contre Toulouse, j'ai rien contre Bordeaux, j'ai contre les coûts qu'à chaque fois qu'on veut faire un contournement, un accès, etc., on s'aperçoit que ça coûte des sommes folles et on ne fait pas réellement de développement. Et le deuxième problème, c'est qu'il y a des zones, maintenant, l'héliotropisme, les seniors qui s'installent au bord de la mer, etc., donc les usines et le développement économique et les emplois, où les mettons? Et si on veut les mettre dans des territoires comme les nôtres et faire un minimum de développement, les entreprises qui sont prêtes, eh bien, effectivement, il faut que ce soit un minimum accessible. Si on veut faire une gare LGV quelque part, pour le moment, personne n'a trouvé de solution d'une gare LGV sans route pour arriver à la gare. Peut-être que dans 50 ans, ça se fera, mais enfin, pour le moment, je ne vois pas. Donc c'est là-dessus qu'on a essayé de travailler depuis très longtemps, et on est totalement et intimement convaincus, mais pas nous. Je pense à Bristol Myers Squibb qui a témoigné là-dedans, BMS et CUPSA qui ont vraiment besoin de ça. Je pense à TFE, je sais que le directeur d'Agen et Tarbes est présent là. Bon, TFE, c'est 2 milliards de chiffre d'affaires, c'est 18 000 salariés, ce sont des praticiens de tout ça, ils ont besoin de ça pour se développer, et d'autres de s'angoisser. Et j'oublie, pardon, un des membres éminents de la Chambre de commerce et d'industrie, qui est le président de Terre du Sud, qui est une très grosse coopérative, comme il est là. Tout ça, c'est une demande, c'est pas nous qui l'avons inventé. Donc il faut absolument que nous fassions ça, évidemment, dans un système harmonieux. Et deuxièmement, sur les systèmes d'harmonie, je voulais dire que, et grâce au travail, au rapport Nègre, et grâce au travail extraordinaire que Louis Nègre a bien voulu faire avec le Conseil économique social national, en venant plusieurs fois, etc., avec des rapporteurs dont l'un est CGTiste et l'autre environnementaliste, le président de France Nature Environnement, ça n'a échappé à personne et ce rapport a été voté à l'unanimité. Tout le monde a admis qu'on ne pouvait pas faire que du ferré, qu'il fallait malheureusement compléter, surtout dans des zones où, y compris sur la liaison Agen-Roche, il n'y a plus de voyageurs, il n'y a plus de lignes de voyageurs exploitées, et si on ne fait rien, on sait à peu près que même on va tout fermer, hein, puisqu'on nous explique que s'il n'y a pas 100 000 tonnes, ça... Donc c'est incontestablement, dans une zone comme celle-ci, la seule solution de continuer à faire du développement intelligent routier, c'est tout. Et pour aller plus loin, vous faites écho aux propositions de financement qui feraient appel au privé, disons clairement aux concessionnaires privés, considérant la situation d'un État pécunieux et des difficultés des collectivités locales. Philippe Martin l'évoquait tout à l'heure, à pouvoir les collectivités territoriales et locales à participer au financement. Vous savez, nous, on fait ça dans le sens, si vous voulez. Bon, on voit, nous, on a tous des hommes politiques dans nos différents départements de qualité, intelligents. J'en profite pour excuser mon président de conseil général, Pierre Camani, qui est représenté par son directeur des routes, là, je prends dans la salle, qui m'a appelé tout à l'heure. Bon. Donc, et qui soutient parfaitement ce projet, le député maire de Villeneuve. Bon. Donc, si vous voulez, nous, on constate que malgré la bonne volonté de tous nos élus, on n'avance pas. Bon, donc, la seule solution pour nous, on essaye de proposer quelque chose, mais ce n'est pas nous qui allons décider. Mais on dit, il y a peut-être une solution. Est-ce que ça vaut pas le coup de l'explorer? C'est tout. On ne se substitue pas, bien entendu, on n'oserait pas, aux élus de la nation. C'est eux qui décident. Mais on essaye de mettre le doigt sur d'éventuelles solutions.
Alors on a parlé beaucoup du partenariat public-privé, on a parlé tout un tas de choses, mais on s'aperçoit quand même qu'on a vécu ça. Bon, l'autoroute Langon-Pau, moi j'entendais dire, je ne sais pas, vous l'avez repris, monsieur le député, bon, c'est vrai que ça a mis du temps, mais moi j'entendais quand même à une époque, on m'expliquait qu'il fallait que l'État, les régions, etc., mettent une somme considérable pour faire ça. À la fin, c'est vrai que ça a mis du temps, vous savez, mais on n'a rien demandé à personne. Bon, la concession d'une partie de la 10, qui était quand même entre nous une aberration, puisqu'on a laissé sous le prétexte, là c'était, non c'est pas de la faute des préfets, pardon, non c'était quand même aberrant, on a laissé bousiller, notamment dans cet département, vous connaissez, un axe par des camions notamment étrangers, parce que tout simplement on n'avait pas de système de substitution, donc on ne pouvait pas mettre un système à péage. Bon, maintenant, une partie vient d'être concédée, va être concédée, et l'État a encaissé un chèque, m'a-t-on dit, de 480 millions d'euros. Donc non seulement ça n'a rien coûté à l'État, bon, alors après tout, peut-être qu'on peut rêver, peut-être qu'un jour, les collectivités, les conseils généraux sur la route recevront un chèque, après tout, pourquoi pas, rien n'est exclu. Jean-Louis Guillaumont, on descend le long de l'axe. Alors on aurait aimé aller jusqu'aux Hautes-Pyrénées, malheureusement François-Xavier Brunet, qui est le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Tarbes Hautes-Pyrénées, ne peut pas être parmi nous, il a eu un décès dans sa famille. Donc Jean-Louis Guillaumont, on va s'arrêter, vous êtes le plus au sud des territoires concernés par l'Euro 21. Vous faites pas mal de choses à Marciac, vous êtes en train d'aménager une zone d'activité qui est assez importante. Le succès de Jazz in Marciac ne se dément pas. Votre territoire est un havre touristique puisque les gîtes ruraux sont pris d'assaut. Et malgré tout, vous nous dites que l'absence de voies de communication modernes constitue aujourd'hui un frein au développement économique de votre territoire. Oui, je crois effectivement que les faits ne se démentent pas. Par-delà la qualité des initiatives qui sont prises par les porteurs de projets, par les élus de ces territoires, le fait de ne pas disposer d'axes majeurs, d'axes structurants, le fait d'être dans une situation d'enclavement constitue un handicap. Et je crois que nous sommes arrivés aujourd'hui aux limites de ce qui peut être fait en l'absence de tout aménagement structurant pour un territoire comme le nôtre. On peut observer ce qui s'est passé au niveau de la 75, au niveau de la RN 88 et aujourd'hui au niveau de la RN 124. À chaque fois qu'un axe structurant est mis en œuvre, eh bien, il offre de nouveaux développements. Et je crois qu'il s'agit aujourd'hui de réparer, comme l'ont dit Philippe Martin et Franck Montaugé, il s'agit de réparer une véritable injustice qui a été faite à ces territoires qui auraient sans doute pu postuler à d'autres formes d'aménagement par-delà la réussite d'un certain nombre de leurs initiatives. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut que nous analysions l'ensemble des données. L'économie résidentielle donc, va fortement se développer, nous le savons tous, dans les 15 années qui viennent, dans le sud-ouest, dans le grand sud-ouest, le sud-ouest, et particulièrement le département du Gers, du fait d'une part de ces arguments climatiques, de la qualité de vie, du fait du positionnement géographique, nous avons de véritables atouts. Et l'une des véritables valeurs ajoutées va être constituée bien évidemment par l'économie touristique. Une économie touristique dont je ne cesse de rappeler qu'elle est en Midi-Pyrénées, non pas, j'allais dire, un élément d'accompagnement de l'économie de notre région, et je regarde Jean-Louis Chauzy, elle constitue une économie majeure et qui est équitablement répartie sur l'ensemble du territoire. Je crois que c'est une donnée qui mérite d'être prise en considération. Ce sont 15,5 millions de touristes, ce sont 4,6 milliards d'euros, ce sont 45 millions d'emplois, et donc ceci représente 7,6% du PIB régional. Est-il utile de dire que 25% donc des clientèles françaises que nous recevons sont des clientèles de proximité qui viennent d'Aquitaine, de Limousin et bien évidemment de Midi-Pyrénées, et ceci constitue une manne considérable sur nos territoires. Donc pour vous, en clair, si il n'y a pas ce nouvel équipement, vous atteignez une limite et quelque part c'est la stagnation ou c'est le déclin économique? Je crois qu'il faut des projets forts pour légitimer le déplacement de touristes. Mais il faut aussi leur faciliter la tâche, comme cela a été dit tout au long de cette réunion, c'est-à-dire rendre nos axes, nos régions plus accessibles. Nous avons, à titre d'exemple, sur cette partie du territoire, 3 grands sites de Midi-Pyrénées. Nous avons un patrimoine qui est remarquable, nous avons un événementiel de très grande qualité qui légitime des fréquentations de plus en plus importantes. Si nous sommes capables de bâtir ensemble un axe de communication à la hauteur de nos attentes, je suis certain que le développement économique qui s'en suivra sera conséquent. Alors,
Là, vous parlez comme l'élu que vous êtes, comme on parlait tout à l'heure, les présidents de chambres de commerce. Est-ce que vous mesurez une réelle attente de la part de la population? Ceci pour dire aussi que très souvent, il y a des réserves, il y a la crainte de chantier, on va voir tout à l'heure, d'un certain nombre de désordres qu'évoquait d'ailleurs Philippe Martin. Est-ce que vous sentez qu'il y a une véritable adhésion de la population qui va au-delà de l'adhésion déjà acquise des acteurs politiques et économiques? Ou est-ce qu'il faut encore la construire? Je crois que tout au long de ces années, nos partenaires, les porteurs de projets, nous ont fait confiance et ont développé des investissements importants. Ils attendent aujourd'hui ce retour sur investissement qui est freiné par l'absence d'un axe de communication important. Et un petit exemple, nous avons créé, vous le savez, donc avec le syndicat mixte d'aménagement du grand site de Marciac, nous avons créé une salle qui s'appelle la Strada, qui offre 52 levées de rideaux dans l'année. Des gens viennent nous voir de territoires très éloignés, et franchement, je leur voue un certain respect de le faire, de se déplacer dans des conditions qui sont extrêmement difficiles pour venir rejoindre un territoire dont ils approuvent le projet culturel. Mais la route est si belle. Pardon? La route est si belle pour y venir. La route est si belle, mais elle est fort sinueuse. Tous les élus qui nous rendent visite, d'ailleurs, le constatent. Jean-Louis Guillaumont, avant qu'on passe aux questions de la salle rapidement, je sais qu'il y a beaucoup d'amateurs de jazz ici. C'est la tête d'affiche pour le prochain Jazz in Marciac, c'est qui? C'est Sonny Rollins, mais il y en aura bien d'autres. Nous vous promettons un très très grand 35e festival. Et justement, il serait heureux que pour le 40e, le 45e au maximum, depuis chez Bonto, comptez, mesdames, messieurs, sur... Alors, écoutez, on a quelques minutes pour vous écouter, pour savoir comment vous réagissez à ce qui a été dit, quelle est votre position sur ce projet. Et je fais un appel du pied aux entreprises. Hein. J'ai parlé de Danone, Polyreil, Pierre et Vacances, TEF, TFE, UPSA. Si vous souhaitez, et d'autres, hein, si vous souhaitez témoigner et nous dire comment vous vivez ce projet d'Euro 21, vous levez la main et on vous donne la parole. Oui, monsieur, vous représentez Polyreil, hein, qui est une entreprise de Dordogne. Si vous parlez assez fort, on n'aura peut-être pas besoin de micro. Allez-y. Normalement, j'ai assez de voix. Je confirme. Donc, bonjour à tous. Donc, oui, effectivement, je suis président de Polyreil. Je suis également élu à la Chambre de commerce. Excusez-moi, vous pouvez rappeler ce que fait Polyreil? Combien d'emplois, chiffre d'affaires, activité? Polyreil, nous faisons des stratifiés décoratifs à destination de l'agencement commercial et particulier. Et donc l'entreprise fait environ 115 millions d'euros de chiffre d'affaires. L'entreprise fait environ 115 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 650 personnes, dont plus de 500 personnes sur le site en Dordogne. On a également un site d'une centaine de personnes en Corrèze. Alors, pour nous, j'allais dire, l'axe en tant que tel est important. C'est vraiment, même pour revenir sur l'attractivité du territoire, où pour nous c'est une question clé. L'entreprise avait son siège à Paris il y a encore 2 ans, et nous avons fait le choix de fermer le siège à Paris et de l'aménager en Dordogne. Ça ne s'est pas fait simplement, et surtout il a fallu convaincre l'actionnaire qui est à Chicago, qui, il faut l'avouer, quand il vient en Dordogne, a un peu de mal avec les routes. Alors, conclusion, moi je voulais apporter 2 choses au-delà de ce qui a pu être dit. Un, pour nous il est très compliqué d'arriver à convaincre l'actionnaire d'investir sur un territoire aussi enclavé. C'est vraiment pas évident, et l'actionnaire, avant qu'on procède à des investissements conséquents, on fait des études assez conséquentes, y compris en termes de sécurité, d'impact environnemental, etc. Et l'enclavement qui est le nôtre nous porte préjudice. Et puis il y a un deuxième point, ça a été en aménageant notre siège en Dordogne, nous avons également rapatrié tout ce qui était fonction marketing, finance, RH. Et les recrutements ont été la croix et la bannière. Arriver à convaincre des collaborateurs, ça a été facile. Arriver à convaincre leurs conjoints, ça a été bien plus compliqué. Nous avons ce problème d'attractivité. Voilà. Merci beaucoup pour votre témoignage. Je vous propose de l'applaudir. C'est très juste et très...
c'est vraiment, on est là au cœur du problème. Vous voyez, ça fait écho à ce que disaient Yves Joudou, Jean-Alain Mariotti, Jean-Claude Pouxvielle, Valérie Cormier et Jean-Louis Guillaumont, à travers un exemple très précis qui montre bien le caractère indispensable de la modernisation de la RN 21. C'est vraiment très clair. Et d'ailleurs, vous avez certainement vu la vidéo de votre collègue de Jiffy à Villeneuve. Il est exactement sur les mêmes problématiques. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages? Oui, monsieur au fond de la salle, et puis madame ici. Donc, bonjour à tous, moi je suis donc Sylvain Laït, je représente la société STEF TFE. Donc comme l'a dit Oui. M. Mariotti, je suis directeur de la plateforme d'Agen et je supervise la plateforme de Tarbes qui a vu le jour très récemment. Je précise, avant de parler de mon cas personnel, quand même qu'auparavant j'étais directeur de la plateforme de Limoges. Donc tout ça pour vous dire que le projet de la RN21, je commence à le connaître un petit peu. Donc pour illustrer un petit peu tout ce qui a été dit récemment, le groupe CFTFE a choisi de s'implanter à Agen, comme l'a dit M. Mariotti justement. Clairement, l'un des atouts, c'était vraiment le réseau routier, notamment la 62 entre Bordeaux et Toulouse, qui était un atout majeur. Je ferai une parenthèse sur le secteur du Gers, où aujourd'hui, sans rentrer dans le détail de notre organisation, le groupe STEF TFE, STEF maintenant, parce qu'il a changé de nom, aujourd'hui c'est 16 000 collaborateurs et c'est plus de 75 plateformes en France, espacées environ de 200 km les unes des autres. Le Gers est un des rares départements où nous ne sommes pas présents, et jusqu'à présent le Gers est livré donc, au départ de 4 plateformes. Donc c'est pour vous montrer un petit peu que la solution technique aujourd'hui c'est la seule que nous avons pu trouver, puisque nous livrons au départ de Toulouse le secteur des Jourdains, nous livrons au départ d'Agen le secteur de Auch, nous livrons au départ de Tarbes le secteur de Mirande, et nous livrons au départ de Saint-Sevé dans les Landes le secteur de Condom. Vous voyez que techniquement, ce n'est pas quelque chose de très facile à organiser. Tout ça pour vous dire que s'il y avait vraiment un axe autoroutier ou un axe à 4 voies sur la 21 qui irait de Tarbes à Limoges, en termes de gain, de temps, alors pour nous, professionnels de la route, ça serait un argument important. J'ai vu sur vos plaquettes qu'il y avait environ 2h30 de potentiellement gagnable d'ici de Tarbes à Limoges. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le bassin parisien est le premier bassin de consommation français. Et aujourd'hui, réussir à gagner 2h30 voire 3 heures pour livrer toutes les plateformes de grande distribution, tous les acteurs parisiens, ça serait un atout énorme pour tous les industriels agroalimentaires, notamment absolument, et notamment les agriculteurs du Gers et du Lot-et-Garonne et de la Dordogne. Merci monsieur. Je voudrais, avant qu'on passe la parole à madame, qu'on reste dans ce secteur et qu'on saute les Pyrénées avec Miguel Ángel Pineiro, qui nous a fait le plaisir de nous avoir rejoints. On sait que les Espagnols sont très attentifs à ce projet. Ce qui me fait très peur, c'est que je dois sortir une feuille de papier qui est pleine de lignes. Alors je veux simplement vous demander, très rapidement, Miguel Ángel, de nous dire les raisons pour lesquelles votre territoire, l'Espagne, ou plutôt le nord de l'Espagne, que vous représentez à travers la fondation Transpyrénéica, est elle-même très engagée dans la création de cette Euro 21. Vous avez quelques toutes petites minutes. Merci. Nous sommes des territoires très proches, avec les mêmes problèmes. Tout d'abord, il faut une perspective ample, transnationale, européenne, même mondiale. Et dans ce sens, les territoires frontaliers ne sont plus la fin du trajet, mais les points de rencontre, ce qui facilite la construction d'un réseau. Maintenant, comme le contexte économique très grave, il faut prioriser et choisir ce qui donne plus de valeur ajoutée à nos territoires. Le transport des voyageurs est bien sûr essentiel, mais il ne faut pas non plus négliger le transport des marchandises, qui est le transport qui vraiment vertèbre le territoire. Marchandises ferroviaires et marchandises par la route, évidemment. Facilite le développement économique et fait que le marché unique soit réel. Ça, c'est très important, le marché unique. Je crois que nous avons un problème dans l'analyse routière et de marchandises d'atomisation. D'atomisation des régions, des villes, etc. Mais il faut l'analyse des cas. L'analyse européenne. C'est pour ça que nous voudrions inscrire les réseaux ferroviaires européens
par les traversées centrales des Pyrénées dans les réseaux transeuropéens. Je voudrais vous annoncer la déclaration de la nouvelle ministre de l'équipement espagnol qui a demandé il y a à peu près 2 semaines l'insertion du réseau de la traversée centrale des Pyrénées et l'axe ancien axe 16 dans le nouveau réseau global et surtout basique des infrastructures. Et pour terminer, nous sommes en train de finir 13 études sur les corridors centrales réalisées par des consultants espagnols et français par première fois, qui nous donnent des chiffres très intéressants. Une demande de 25 à 30 millions de tonnes, une viabilité technique similaire à d'autres infrastructures en marche sur les auspices de l'Union européenne et un impact socio-économique très important que seulement dans les années de construction pourrait générer un effet induit de 20 milliards d'euros de valeur ajoutée brute. Merci Miguel Ángel Pinheiro. Je voudrais avoir votre réaction, Valérie Cormier, parce que on a parlé des territoires desservis par l'Euro 21, mais ce qu'on voit bien, c'est qu'il y a également une très forte attente du côté espagnol, et ça montre bien que cet axe, on a parfois parlé d'un axe Paris-Madrid, il est transversal et il concerne vraiment les Pyrénées. Votre réaction, Valérie Cormier et Jean-Claude Pouxiel. Oui, bon, effectivement, merci à Miguel Ángel de nous faire part ici des dernières décisions du gouvernement espagnol. On a eu une alternance politique en Aragon, une alternance politique au niveau central en Espagne. Et il faut savoir que l'Union européenne a un petit peu reculé sur le projet de traversée centrale des Pyrénées en octobre. En tout cas, elle ne l'a plus inclus dans les 10 projets prioritaires. On était dans les 16 et elle a réduit la liste à 10 et on n'est pas dans les 10. Donc l'Espagne se mobilise très fortement. C'est pour ça, je crois, que tu es là aujourd'hui, pour en témoigner, pour surtout qu'on comprenne que ça n'est pas, c'est pas un doux rêve, c'est un projet qui avance, qui est doté d'un GUIE d'études avec 10 millions d'euros. Actuellement, il y a des appels d'offres d'études. Il y a une très forte attente parce que de l'autre côté, il y a aussi la plus grande plateforme logistique d'Europe, 13 millions de mètres carrés à Plaza, avec des installations logistiques hyper modernes. Et je n'apprendrai pas ici à tous les entrepreneurs à quel point la logistique aujourd'hui, c'est un domaine qu'il faut soigner et dans lequel il faut innover. Et puis de l'autre côté de la traversée des Pyrénées, il faut s'imaginer que ce sont les ports de la péninsule ibérique également qui se connectent aux voies ferrées avec des terminaux intermodaux très performants, dont certains sont déjà concédés à des logisticiens asiatiques. C'est le port d'Algésiras est connecté, le port de Valence devient le plus gros port de porte-containers en Espagne. Barcelone, on connaît son influence, déjà connecté à Toulouse par le port sec. Donc tout ça, c'est une reconfiguration des chaînes logistiques et des échanges, même Asie-Europe, qui sont donc au bout de la 21 si elle se connecte à la traversée centrale des Pyrénées. Jean-Claude Pouxiel en a donc bien la preuve que le projet Euro 21 est à la fois un projet local à travers les différents territoires qui l'impactent, mais aussi un projet global à travers ce que va nous expliquer Valérie Cormier, qui, au-delà même de l'Europe, nous a fait un petit voyage planétaire. Oui, d'ailleurs, je voudrais rappeler que dès 2006, nos collègues des chambres de commerce de l'Aragon se sont associés à notre association Euro 21 et pour participer dès le début à notre lobbying. Et ils ont été toujours très dynamiques, aussi par leur exemple de mobilisation. Ils nous ont montré qu'ils étaient capables de mobiliser toutes les forces économiques et vives de leur région. Par exemple, la plateforme de Plaza qu'ils nous ont montré et expliqué, qui est quelque chose d'assez impressionnant. Vous avez 1200 hectares qui ont été investis pour faire que de la logistique et qui a été rentabilisé en quelques années, quoi. 10 000 emplois, 1200 hectares la plateforme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte par rapport aux plateformes où la plus grosse de la région, ici, c'est 300 hectares. Merci. Dernière question. Oui, madame, très vite, il nous reste 1 minute. C'est la dernière question avant qu'on passe à la deuxième table ronde. J'entends les améliorations par rapport à il y a 2 ans et je vous en félicite.